Allez, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureux de vous retrouver pour notre point quotidien de décryptage de l'actualité vue de Moscou, vue de la Chambre de commerce et d'industrie France-Russie et de l'Observatoire franco-russe. Igor Delanoë est à mes côtés avec Arnaud en liaison vidéo pour commenter une actualité qui reste extrêmement dense. Et Arnaud, à toi la parole pour nous parler des derniers développements. Merci Pavel, bonjour à tous. Effectivement, de nombreux développements dans le domaine économique, en tout cas, avec plusieurs annonces européennes, américaines, russes également. Tout d'abord, on commence à y voir un peu plus clair sur le nouveau paquet de sanctions européennes. Il s'agit du 5e. La Commission a formulé ses propositions qui seront soumises demain au Conseil européen. On parle d'un embargo sur les importations de charbon en provenance de Russie. Je rappelle qu'elle représente 45% des importations européennes. Cette annonce a d'ores et déjà fait grimper les prix de 11% depuis ce matin. Des sanctions bancaires, dont certaines concerneraient VTB. On serait tenté de dire que ça ne change pas grand-chose, puisque quand vous êtes, comme VTB, sur une liste SDN américaine, de fait, vos opérations internationales sont bloquées. Des restrictions d'importation en provenance de Russie, on parle du ciment, on parle de produits de la mer et côté exportation, certains semi-conducteurs. Donc, à suivre, on observe que ni le pétrole ni le gaz ne sont concernés, faute de consensus entre pays membres. Par ailleurs, les États-Unis, et plus précisément le ministère des Finances américain, a précisé que la Russie ne pourrait utiliser les fonds gelés aux États-Unis pour procéder au paiement de coupons sur sa dette souveraine, coupons d'ailleurs ou capital. Il y avait une échéance hier de l'ordre de 600 millions de dollars, et donc la Russie, dixit le département américain des finances, aura le choix entre un défaut et puiser dans ses réserves restées en Russie. Par ailleurs, et toujours pour rebondir sur ce qu'on avait évoqué hier, à savoir le projet de loi pénalisant la non-application en Russie par les acteurs économiques de sanctions internationales, eh bien le RSPP, c'est-à-dire le MEDEF russe, confirme une prise de position hostile à ce projet de loi. Dans l'actualité économique du jour, j'attire également votre attention sur un long entretien très intéressant et assez inédit dans le quotidien Commerçante avec M. Lissine, qui est l'un des grands oligarques qui possède le groupe NLMK, c'est un aciériste de premier plan. C'est intéressant parce qu'il appelle à prendre des décisions mesurées en Russie. Il exprime certains doutes, voire même quelques inquiétudes sur les conséquences que pourrait avoir le basculement au-delà du gaz vers des paiements en roubles. Selon lui, c'est de nature à faire perdre des parts de marché aux exportateurs russes. Et de façon plus générale, il s'inquiète de décisions précipitées et d'une immixtion plus grande encore des autorités, des députés, de l'État en général dans les affaires économiques du pays, considérant que cela pourrait avoir des conséquences pour les acteurs, mais également en termes d'emploi et d'efficacité. Deux chiffres aujourd'hui, l'indice PMI sur les services qui tombe à 38. Je rappelle que tout ce qui est inférieur à 50 marque une dégradation, un ralentissement de l'activité. Donc là, on voit que le domaine des services en Russie est en plein choc après les événements, notamment les chocs de sanctions contre sanctions. Donc les anticipations, l'activité et les anticipations dans le domaine des services aujourd'hui, début avril, sont spectaculairement dégradées. Autre chiffre, pour contrebalancer cette impression, des banquiers occidentaux, relayés par Bloomberg, je crois, ou Reuters, même si ce ne soit Reuters, expliquent qu'en raison de la chute attendue des importations en Russie cette année et des cours qui restent très élevés des matières premières, et ce, malgré les ristournes que les exportateurs russes sont obligés de consentir, eh bien, la balance commerciale de la Russie pourrait, en fin d'année, afficher un excédent tout à fait spectaculaire de l'ordre de 300 milliards de dollars, ce qui créera d'autres problèmes,
N'entrons pas dans les détails, mais en tout cas, il y a toujours un flux financier important qui rentre en Russie. Enfin, un dernier dossier qu'on avait évoqué rapidement, je crois hier, à moins que ce soit avant-hier, le dossier Gazprom-Allemagne. J'avais dit, je crois, que Gazprom avait annoncé être sorti au 31 mars de ses actifs en Allemagne, craignant une nationalisation de ces actifs. On a appris hier que Gazprom germanien allait être placé sous la tutelle de l'agence énergétique allemande, laquelle n'a pas reconnu le changement de main entre guillemets entre Gazprom et l'entité à laquelle avaient été cédés ces actifs. Ça a deux conséquences assez immédiates. La première, c'est que Gazprom apparemment cesse de remplir les réservoirs en Allemagne. C'est très important parce que l'enjeu, il est moins aujourd'hui de chauffer les appartements, même s'il a fait froid ces derniers jours, en mai, juin, enfin jusqu'en septembre, c'est bien de préparer le prochain hiver. Si Gazprom ne remplit pas ses réservoirs, il va vraiment y avoir un problème. Et une déclaration faite il y a quelques minutes par Vladimir Poutine, qui a expliqué que les nationalisations, il a dénoncé en réalité les pressions exercées sur Gazprom, il a dénoncé cette nationalisation, expliqué que c'était, je cite, une arme à double tranchant. Donc, il y a dans les relations russo-allemandes des dossiers majeurs, des dossiers potentiellement problématiques pour l'ensemble du continent, qui s'ajoutent par ailleurs à ce que, je pense, Igor va évoquer maintenant, c'est-à-dire le dossier des expulsions de diplomates qui concerne l'Allemagne, mais aussi tous les autres pays européens. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui, Pavel. Merci Arnaud. Il y a si peu de bonnes nouvelles dans ce que tu nous annonces que je saisis immédiatement l'une des rares que tu as évoquées, c'est-à-dire le sort de ce projet de loi sur une éventuelle pénalisation des dirigeants d'entreprises étrangères mettant en application les sanctions sur le territoire russe. Donc, projet de loi qui, hier, avait affolé le Landerneau parce que soutenu par la Cour suprême, qui soutient à peu près tout ce qui ressemble de près ou de loin à des contre-sanctions. Le texte n'a toujours pas été rendu public et selon des sources bien informées, l'administration présidentielle aurait apposé son veto à une entérination de ce projet de loi que effectivement le RSPP, avec l'ensemble de la communauté d'affaires, dont la Chambre de commerce France-Russie, a appelé à ne pas être examiné plus loin parce que mettant les entreprises continuant de travailler ici dans une position tout à fait intenable. Il en est, hélas, différemment de la question diplomatique. Igor, à toi la parole. Merci Pavel, bonjour à tous. Alors, sur le volet diplomatique, aucune avancée, en tout cas rien de public sur les pourparlers. On imagine qu'ils se poursuivent au niveau des groupes de travaux, mais sans qu'on ait d'informations sur ce qui se dit ou sur d'éventuelles avancées. En revanche, il y a deux informations en provenance d'Ukraine et du président Zelensky. Alors tout d'abord, le président Zelensky a détaillé aujourd'hui les paramètres qui, selon lui, consacreraient une victoire pour son pays. Il en a fixé un certain nombre. Tout d'abord, la préservation de la souveraineté, un accord qui ne consacrerait pas la perte de population, et il a évoqué le chiffre de plusieurs centaines de milliers de personnes, donc en gros un accord qui ne consacrerait pas la perte de population de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de personnes. On peut penser qu'il fait allusion évidemment au Donbass. Il a également évoqué un sursis en ce qui concerne le retour de la Crimée dans le giron ukrainien. Et donc là, il fait allusion au fameux canal qu'il évoquait de discussion avec les Russes pour 15 ans pour fixer le statut de la péninsule. Et comme nous l'avions expliqué ici, on imagine bien que c'est un objet de discussion qui ne peut en être un pour la Russie, qui considère depuis 2014 que le sujet de Crimée est fermé et qu'il n'y a plus de discussion à tenir sur cette péninsule. Il a également évoqué le maintien du Donbass dans le territoire ukrainien. Donc ça renvoie à ce que j'évoquais juste avant, ce qui concerne la perte de population. Et enfin, le retour ou le reflux des forces russes sur les positions qu'elles occupaient au 23 février. Et là, évidemment, cela évoque
l'absence de la Crimée dans le scope de cet accord, puisque les forces russes étaient présentes en Crimée depuis bien avant le 23 février, sans parler de l'ambiguïté qui plane sur le Donbass et sur les délimitations du Donbass. Bon, ça évidemment, manifestement, dans l'état d'esprit du président ukrainien, il s'agit du best case scénario, en quelque sorte, hein, qui consacrerait, comme il l'a évoqué, les paramètres de ce que l'Ukraine pourrait considérer comme une victoire. Le deuxième élément, c'est un oukaz qui a été également signé par le président ukrainien qui fixe la composition de la délégation ukrainienne lors des pourparlers qui mène des négociations avec la Russie. Alors, bon, elle consacre le rôle de David Arachamia comme chef de cette délégation. Donc, je rappelle que David Arachamia est le chef du parti présidentiel Sluga Narod, donc on l'a vu notamment à Istanbul lors des négociations avec M. Medinsky. Il confirme la composition. Je ne vous donne pas tous les noms, mais on retrouve notamment M. Reznikov, ministre de la Défense, et M. Podolyak, qui est aide de camp de M. Zelensky, parmi d'autres. Cela dit, il y a deux nouvelles personnalités qui font leur entrée. Il y a le ministre de la Justice, Denis Maliuka, qui rejoint cette délégation, et l'ambassadeur plénipotentiaire, Alexandre Chali, qui rejoint aussi cette délégation. Alors lui, c'est assez intéressant, on peut s'arrêter une minute sur son cas, c'est un poids lourd de la diplomatie ukrainienne, et il a la particularité d'être le président de la filiale ukrainienne du cabinet d'audit britannique Grant Thornton International, ainsi que, entre autres, il est associé à l'OSCE, donc dans le Conseil des sages de l'OSCE. Il a aussi représenté l'Ukraine, je crois qu'il le représente encore au Conseil, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Et il a déjà été aperçu lors des négociations à Istanbul autour de la table des discussions. Donc, je dirais qu'il y a une augmentation du contingent de cette délégation avec l'ajout de deux gros calibres. En ce qui concerne les développements autour du dossier ukrainien, il y a eu un entretien téléphonique entre les chefs de la diplomatie des Chinois et Ukrainiens hier lundi, à la demande de la partie ukrainienne. Il y a eu un communiqué Reuters sur le sujet de cet entretien. On n'a pas appris grand-chose, si ce n'est finalement quelque part des banalités sur le côté chinois. On appelle à la fin des hostilités le plus rapidement possible et au retour de la paix en Europe. Bon, voilà. Mais rien de très, très substantiel. Les Ukrainiens félicitant du rôle de la Chine qui essaye de désamorcer la crise. Mais une fois de plus, rien de très, très concret. Effectivement, bon, l'actualité, une des actualités principales, c'est les vagues d'expulsion qui se profilent à l'horizon, puisque les différents pays de l'Union européenne ont annoncé expulser par dizaines des diplomates russes, donc la France, l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, entre autres. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Donc il y a plusieurs dizaines de diplomates russes qui vont être renvoyés. Il faut s'attendre, en toute logique, à des mesures symétriques de la partie russe en guise de réponse. La Ligue arabe a proposé sa médiation entre la Russie et l'Ukraine. Alors ça renvoie à une question qui est récurrente dans nos briefings, qui est celle de l'inquiétude exprimée par un certain nombre de pays du Moyen-Orient et du Maghreb quant aux conséquences de ce conflit pour leurs approvisionnements, notamment en céréales, mais pas seulement, ça va au-delà des céréales. On a parlé du charbon tout à l'heure, ça peut être notamment aussi un élément. Et aussi l'impact sur les prix de l'énergie, puisqu'un certain nombre de ces pays sont exportateurs de pétrole, d'autres sont importateurs, et donc il y a des problèmes de disponibilité, des problèmes de prix aussi pour s'approvisionner sur le marché international, ce qui risque de provoquer donc des tensions, voire de déstabiliser certains de ces pays. Et donc, il y a une tentative de médiation qui semble se profiler à l'horizon. Enfin, et je terminerai par là, le chef d'état-major des armées des États-Unis, Mark Milley, s'est exprimé aujourd'hui et, entre autres déclarations, il a indiqué qu'aujourd'hui, la probabilité de confrontation entre grandes puissances était plus forte que jamais. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui et je te rends la parole, Pavel. Merci aussi, Igor. Deux nouvelles également qui sont tombées il y a peu. On a éclairci la situation pour une fois que dans cet océan d'informations contradictoires, on arrive à faire la lumière sur deux nouvelles qui sont en réalité des fake news. Danone et Auchan auraient été dit sur le départ, quittant le marché russe, c'est faux.
Les démentis de ces sociétés sont tombés depuis. Donc, il n'est pas question ni pour Danone ni pour Auchan de quitter le marché. Par contre, effectivement, le fait de suspendre les investissements futurs est quelque chose qui a été annoncé dès le début de la crise. Voilà, pour rebondir sur les propos d'Igor, une question tout à fait intéressante. Comme l'immense majorité des questions que vous nous posez, mais celle-ci, effectivement, ne nous a pas encore, je crois, été posée. Elle concerne la place donnée à M. Medinsky, à la tête de la délégation russe. L'ancien ministre de la Culture n'est ni un poids lourd, ni un diplomate de carrière, ni même quelqu'un antérieurement mêlé aux problèmes ukrainiens tel M. Kozak. Si cela pouvait initialement être interprété comme un manque de sérieux côté russe à l'engagement des négociations, cela n'est manifestement pas le cas. Avez-vous des éléments? Alors, le premier élément, c'est un élément purement biographique. M. Medinsky est né en Ukraine. Au-delà de cela, Igor? On peut en rajouter encore un, c'est que c'est le directeur de la Société d'histoire militaire, si je ne me trompe pas sur la formulation. Donc, comme on sait que l'histoire joue un rôle important dans toute cette crise, surtout côté russe, on se remémore les grands dégagements historiques faits par Vladimir Poutine dans son discours du 21 février, son grand article Tribune l'été dernier, etc. Bon, on peut imaginer qu'il a un peu aussi la caution historique, mainstream, on va dire, pour incarner ces négociations. J'avais indiqué dans les tout premiers briefings que c'était pas quelqu'un, comme c'est indiqué dans la formulation de la question, qui a une surface extravagante. C'est un fonctionnaire, un haut fonctionnaire, sans être non plus quelqu'un qui, à mon avis, a une capacité d'impulsion quelconque sur les dossiers. Donc, on pouvait imaginer, pour prolonger cet argument, qu'il n'y avait pas un énorme risque à le mettre en avant dans ces négociations, mais avec j'allais dire le revers de la médaille, qui était que, en ayant cette surface limitée, quel pouvait être son poids aussi pour faire avancer ces négociations. C'est vrai que ça a l'avantage, l'inconvénient, ou l'inconvénient de l'avantage, c'est comme on veut. Mais sorti de là, je suis voilà, effectivement, par rapport à une délégation ukrainienne qui s'élargit, à qui s'agrègent des poids lourds ukrainiens comme M. Chali, effectivement. Est-ce que côté russe, les choses vont évoluer sur la constitution de la délégation? Je ne sais pas, il faudra suivre, on ne peut pas l'exclure, pourquoi pas. Dans la délégation russe, si je peux me permettre, il y a un poids lourd quand même, au moins, c'est M. Fomin, vice-ministre de la Défense. M. Kozak, je pense, a rendu son tablier s'agissant de l'Ukraine. Il a beaucoup donné dans les négociations antérieures au 24 février. Mais encore, pour revenir sur ce que disait Igor, il y a un élément assez intéressant. Alors, effectivement, la dimension idéologique du profil de M. Medinsky compte pleinement, mais la surprise, c'est les critiques dont il a été l'objet après ses déclarations à Istanbul, c'est-à-dire quelqu'un qui apparaissait comme conservateur montain, même plutôt dans le mainstream conservateur, a été accusé pratiquement de lâchage de position. Donc, ce qui indique aussi que le fond de l'air, dans une partie en tout cas de l'opinion et de l'appareil d'État russe, se durcit. Alors, nos éditeurs sont inquiets après les propos d'Igor sur la forte probabilité de renvoi symétrique de diplomates suite aux mesures qui ont été prises par un certain nombre de pays européens, dont la France. Combien y a-t-il de diplomates français en Russie, nous demande-t-on? J'ai aucune idée, j'ai pas de chiffre à donner. Mais vu que les Français expulsent 35 ou 40, je crois que c'est 35 diplomates russes, si on fait du symétrique nombre pour nombre, moi, je dirais à la louche, on doit mouiller, je dirais qu'il ne va pas rester grand monde à l'ambassade de France ici, si jamais une fois de plus, les Russes décident de faire du symétrique strictement et d'expulser 35 diplomates français. Enfin, mais je peux me tromper, je n'ai pas de connaissances, je n'ai pas de chiffres. Après, il y a le diplomate de carrière et l'agent d'ambassade à statut diplomatique. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais effectivement, il n'y a pas pléthore non plus de... Donc, on vous tiendra au courant. Et puis, de toute façon, nous sommes en liaison quotidienne avec nos collègues de l'ambassade de France. On échange avec eux et nous vous donnerons des nouvelles plus précises dès que nous en aurons. Alors ensuite, des questions que nous avions déjà abordées hier et qui continuent à juste titre de vous inquiéter, des questions liées sur l'éventuel
comment dire, l'éventuelle aggravation de l'étau qui est en train d'être mis en place autour de la Russie, c'est-à-dire d'éventuelles fermetures supplémentaires de frontières. On nous demande s'il y a vraiment possibilité que les pays baltes et la Pologne ferment les frontières terrestres avec la Russie et donc quid de l'arrêt éventuel du transit des camions de marchandises. Alors, après notre briefing d'hier, il y a eu des déclarations, cette fois-ci officielles, maintenant des pays baltes, qu'effectivement, il y avait un projet en ce sens qui était en train d'être élaboré, mais sans qu'il y ait plus de détails sur un éventuel calendrier ou sur un contenu quelconque. Donc, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que ce qu'on expliquait déjà ici hier soir. En revanche, dans le paquet de sanctions européen, manifestement, pour ce qui est de l'autre sens, du sens Russie vers l'Union européenne, il y aurait des mesures pour restreindre l'accès au territoire de l'Union européenne pour les poids lourds en provenance de Russie et de Biélorussie, en tout cas pour des poids lourds russes et biélorusses ou qui œuvrent pour du transit dans ce sens-là. Donc, dans l'autre sens aussi, il y a une frontière qui tend de plus en plus à être hermétique. Mais pour ce qui est d'apposer un cordon sanitaire sur le transit de marchandises dans le sens Union européenne, Russie par les pays baltes à la Pologne, moi j'en reste sur les conclusions qu'on tirait déjà hier, c'est qu'il y a un doute sur la faisabilité dans la mesure où c'est une frontière extérieure de l'Union européenne et que par conséquent il devrait y avoir, mais là je n'ai pas je reste très prudent là-dessus, à un moment donné un mécanisme peut-être plus collégial pour décider de la légitimité ou de la possibilité d'implémenter une telle mesure. Dans les médias, on parle d'interdiction des voies maritimes et terrestres aux transporteurs russes. Confirmez-vous? Et si oui, dans quelles conditions? On n'a pas encore les détails. La commission, Mme von der Leyen, a évoqué certains points, effectivement, des restrictions dont on ne connaît pas l'ampleur, la nature, si c'est une interdiction totale ou pas, pour les opérateurs de transport russes et les bateaux russes dans les ports européens. Donc, par ailleurs, on a appris ces derniers jours qu'il y avait des changements de pavillon assez importants concernant des bâtiments, des vraquiers, des bâtiments de fret russes, ce qui indique plutôt une anticipation de cette mesure européenne. Donc, oui, il faut s'y attendre. Est-ce que ce sera total ou pas? On ne sait pas. On peut aussi imaginer que certains opérateurs migrent vers le Kazakhstan, par exemple, changent de pavillon pour le pavillon kazakhstanais. Alors à cela, je pourrais rajouter une autre information qu'on n'a pas évoquée jusqu'à présent, mais qui est apparue en début de semaine, c'est que les ravitailleurs, enfin en Méditerranée, les gens qui ravitaillent en essence les navires qui croisent en Méditerranée, que ce soit les tankers, ce qu'on veut, etc., ont annoncé qu'ils ne fourniraient plus d'essence aux bâtiments russes, principalement pour les escales dans les ports espagnols et à Malte. Alors Malte, c'est important parce que géographiquement, c'est le centre de la Méditerranée, c'est un verrou en Méditerranée, et donc le port de la Valette est quand même très fréquenté pour des opérations de logistique élémentaires, justement les pleins de carburant, d'eau fraîche, etc. Et l'Espagne, pourquoi? Parce que vous avez des ports comme Ceuta, par exemple, où il y avait un régime fiscal attractif et qui permettait notamment de privilégier des opérations là aussi de logistique pour un certain nombre de bateaux en général, mais de bateaux militaires aussi. Je rappelle que les Russes, ça c'est peut-être anecdotique aujourd'hui, mais quand même, avaient l'habitude, les bâtiments de guerre russes, de relâcher dans les ports espagnols, notamment à Ceuta, pour des opérations de logistique tout à fait anodines, et que évidemment tout ceci s'est rendu bien plus compliqué par le contexte actuel, ce qui fait que donc les navires russes qui avaient leurs habitudes de se ravitailler sur la Valette ou sur les ports espagnols, manifestement ne pourront plus le faire. Alors, ça va avoir une conséquence, c'est qu'ils vont se tourner probablement vers des ports de la rive sud de la Méditerranée, donc peut-être l'Algérie, où là aussi il y avait déjà des habitudes qui étaient prises, mais qui le seront encore plus. On peut imaginer des choses peut-être sur la Libye, sur la Syrie ou ailleurs, pour compenser cette mesure, donc cette mesure de rétorsion qui a été prise. Merci beaucoup, Igor. Une question, oui, qui nous avait été posée en tout début de briefing sur les visas électroniques pour la Russie. Bon, je pense que c'est un dossier qui est repoussé sine die, comme on a. Il y avait le Covid déjà qui avait interrompu le processus, qui était balbutiant, enfin qui était expérimental d'abord, puis généralisé à un certain nombre de villes et de territoires en Russie. Le Covid a tout arrêté, et là, ça, me semble-t-il, ça repartait, ça avait été remis en place début 2022 ou fin 2021, je ne sais plus exactement, enfin quelques semaines ou quelques mois tout au plus avant le 24 février. Et donc là, c'est évidemment reporté sine die.
Absolument. Une autre question consécutive à l'annonce de la départ probable de diplomates français de Moscou. Est-ce que ce départ peut impacter le déroulement des élections à l'ambassade et également impacter le service des Français? Oui, la réponse est oui. Dans quelle mesure, encore une fois, prendrons des nouvelles de nos collègues de l'ambassade et du consulat général et nous reviendrons là-dessus, sachant que les élections se passent dimanche. Il nous reste quelques... Et le dimanche suivant pour le 24. Le dimanche 24 pour le second tour, si tant est qu'il y a un second tour. Une question sur le rapprochement russo-arabe. Dans plusieurs médias arabes, on parle beaucoup de la délégation de la Ligue arabe qui s'est rendue hier à Moscou pour s'envoler ensuite à Varsovie en vue de rencontrer des dirigeants ukrainiens dans une mission de bons offices. Une initiative diplomatique qui s'ajoute à d'autres dans l'espoir de résoudre le conflit russo-ukrainien. Y a-t-il déjà des nouvelles positives concernant la rencontre avec des responsables russes qui est supposée avoir eu lieu hier? Ce groupe de travail parviendra-t-il à des résultats pouvant avoir une solution politique à la guerre? Quels sont les atouts de ce groupe? Bon, je salue la personne qui se pose la question, parce qu'elle se reconnaîtra, une vieille connaissance. Je pense que pour l'instant, c'est trop tôt. Moi, je n'ai pas lu de réaction, hormis, comment dirais-je, la déclaration officielle du représentant de la Ligue arabe qui propose ses bons offices et qui espère œuvrer en faveur de la paix. Depuis les navettes qu'il y a eu, Moscou, Varsovie, etc., je n'ai pas vu pour l'instant de déclarations, de commentaires, de confirmation de quoi que ce soit. Je pense que ça va arriver dans les heures qui viennent. Demain, on devrait en savoir un peu plus, probablement. Quels sont ses atouts? Je pense que un certain nombre de pays de la Ligue arabe ont noué depuis les 10 dernières années des relations assez fructueuses avec la Russie. Je pense qu'il y a plus de relations d'ailleurs denses en termes d'échanges économiques avec la Russie qu'avec l'Ukraine dans ce domaine-là. Encore qu'il faudrait regarder pays par pays, mais à mon avis, la Russie a quand même des relations économiques plus développées et plus denses avec ces pays-là que l'Ukraine, d'une part. Donc ça peut être voilà, il y a déjà un tissu, une base assez solide de ce point de vue-là pour discuter. C'est peut-être un complément, à défaut d'être un concurrent de l'initiative turque, puis comme chacun sait, la Turquie n'est pas par définition pas membre de la Ligue arabe, même si elle entretient des liens avec cette organisation régionale. Donc, est-ce qu'on peut y voir un élément de concurrence? Est-ce que la Turquie peut prendre ombrage, par exemple, de cette médiation? Peut-être, mais c'est un élément de plus à ne pas négliger. De toute façon, vu le contexte, tous les bons offices sont bons à considérer. Donc, mais on vous en dira plus demain. Pour l'instant, moi, j'ai rien lu de concret. Nous n'avons plus de questions actuellement. Est-ce que vous avez encore, chers auditeurs? Oui, alors d'après une information que nous venons de recevoir, il y aurait 120 diplomates français à Moscou et Saint-Pétersbourg, j'imagine, donc cumulés, et pour 300 diplomates russes stationnés en France, basés, pardon. Le consulat général d'Ekaterinbourg, mais oui, effectivement, un rapport de même pas de 1 à 2. Alors, comment ça se passe pour les Ukrainiens en Russie? Alors, beaucoup d'Ukrainiens en Russie sont russes autant qu'ukrainiens. C'est ce fameux argument que l'on emploie toujours pour dire à quel point ce conflit est dramatique, parce que les liens entre les deux pays, en réalité, sont extrêmement profonds. On a coutume d'utiliser un dicton disant qu'il suffit de gratter un petit peu un russe pour découvrir le tatar qui sommeille en lui, mais en réalité, le nombre de familles qui ont des liens en Ukraine, de familles ukrainiennes qui ont des liens en Russie est absolument gigantesque. Donc, en tout cas, on n'aperçoit pas en Russie de phénomène de revendication d'un patriotisme ukrainien. Je pense que tout le monde comprend pour quelles raisons ce genre de choses est tout à fait impensable au jour d'aujourd'hui. Mais cette ligne de partage, j'allais dire de démarcation, passe en fait dans énormément de familles.
Et beaucoup de familles ont des proches des deux côtés de la frontière. Peut-on être optimiste? Oui. Il faut être optimiste. Un croyant dira que c'est ça la foi, c'est que le pire des péchés est le désespoir, mais même pour un laïc, je pense qu'il faut être optimiste et croire toujours aux hommes et aux femmes de bonne volonté qui œuvrent jour après jour, quotidiennement, à ce que ce conflit puisse s'arrêter le plus rapidement possible. Alors, excusez-moi, il faut lire le pays qui expulse ou la Russie. Alors, chère Françoise, est-ce que vous pourriez reformuler la question? J'ai du mal à vous comprendre. Bon. Est-ce que vous pouvez répéter la question, Françoise? Et pour l'instant, je vais poser la question qui est une question qu'on nous pose en russe. Alors, Madame Matvienko, pardon? Ce n'est pas une question, c'est une liste de hauts responsables russes qui ont des origines ukrainiennes, ce qui fait référence à ce que tu viens de dire, en fait. Et il y en a oui, donc effectivement, si je les cite dans l'ordre dans lequel nous ont été rappelés, fort opportunément par notre ami Philippe, que je salue au passage, Valentina Matvienko, speaker du Conseil de la Fédération, Dimitri Kozak, Vladimir Medinsky, dont nous avons parlé, Igor Shegolov, qui est le représentant, le post-pred, le représentant plénipotentiaire du président dans le district fédéral centre, Igor Levitin, conseiller du président, ex-ministre des Transports, Mikhail Telenogo, помощник зампреда, oui, donc oui, et derrière, effectivement, des personnalités moins connues, mais ça montre effectivement que ce lien russo-ukrainien est présent d'un bout à l'autre de la population, depuis les personnalités les plus haut placées jusqu'au, j'allais dire, au Pékin de base. Comment les reconductions de ce week-end de Viktor Orban et d'Alexandre Vučić, donc en Serbie, ont-elles été interprétées en Russie? Une question intéressante. Alors, je ne sais pas comment c'était interprété, mais en revanche, il y a eu visiblement Viktor Orban qui a appelé à poursuivre la coopération avec la Russie dans le domaine énergétique. Et je crois qu'il y a eu d'ailleurs un entretien, enfin je crois que Vladimir Poutine a félicité Viktor Orban pour sa victoire et que c'est à l'occasion de cette félicitation qu'ils sont appelés à poursuivre de manière fructueuse la coopération énergétique entre les deux pays. Sur Vučić, j'ai pas d'éléments. Peut-être Arnaud, vous en avez, moi j'ai pas. Oui, c'est vu positivement par la direction russe. Pourquoi? Parce que, comme vous venez de le dire, Igor Orban est quand même d'abord un poids lourd du groupe de Visegrad qui a très clairement dit des choses que pas grand nombre d'autres expriment sur l'impossibilité et même le caractère indésirable de sanctionner le secteur énergétique russe. Il est même allé plus loin, il a parlé d'ingérence de M. Zelensky dans les élections en Hongrie. Donc, les Russes ont été discrets pendant la campagne en Hongrie, mais on sent bien qu'ils sont plutôt confortés, et à l'inverse, qu'il y a beaucoup de gens à Bruxelles, à Washington et ailleurs qui espéraient que M. Orban tombe, et que, de fait, la Russie perde, non pas un allié, mais disons un interlocuteur privilégié dans cette région où elle n'en a pas beaucoup. Je parle de l'Europe centrale. Pour ce qui est de Vučić, bon, c'est quelqu'un là aussi d'important pour la Russie. Je rappelle qu'en 2014, ce n'est pas si loin que ça, au moment de la Crimée, enfin quelques mois après la Crimée, Vladimir Poutine avait assisté à un défilé militaire à Belgrade. Et la position serbe, qui est celle d'un refus d'entrer dans l'OTAN, pour les raisons que l'on devine, et un refus surtout d'appliquer quelques sanctions que ce soit à l'égard de la Russie, est très apprécié par le Kremlin. Donc, ce sont deux bonnes nouvelles pour la Russie, objectivement. Merci Arnaud. Oui, alors voilà, Françoise a reformulé la question qui est plus facile à comprendre et auquel il est très facile de répondre pour le coup. Qui choisit les diplomates à expulser? Est-ce que c'est le pays dont ils sont expulsés ou est-ce que c'est la Russie? Alors, c'est effectivement le pays qui expulse qui choisit qui expulser. Qu'il s'agisse des diplomates
russes dont les autorités françaises vont donner la liste rapidement et également sont les Russes qui vont décider de la manière de dégarnir les rangs des ambassades et notamment de l'ambassade de France. Concrètement, c'est l'ambassadeur qui est convoqué par le ministre des Affaires étrangères du pays hôte qui se voit remettre une liste avec la liste des personnes qui doivent quitter le territoire avec un délai qui est donné. Ça peut être 48 heures comme c'était le cas ici pour un certain nombre de diplomates ces derniers mois, donc très très rapidement. Ou ça peut être jusqu'à un mois, ou voire peut-être plus, mais en général, c'est ce qui est évoqué, 48 heures. Donc là, c'est une pression extrême. Et parfois, il y a plusieurs semaines pour pouvoir mettre en application cet ordre d'expulsion. Et l'une des questions, si je puis me permettre, qui va se poser, c'est la possibilité ou pas de remplacer les gens qui ont été expulsés. Et ça reste ouvert. Alors, quelle est la réalité de l'isolement de la Russie en dehors des pays occidentaux? C'est une question extrêmement importante parce que, en fait, elle débouche directement sur une réalité dont les autorités russes font extrêmement usage, c'est-à-dire le fait que l'isolement concerne effectivement aujourd'hui essentiellement la communauté occidentale, les États-Unis, l'immense majorité des pays d'Europe. Par contre, les autres continents, l'Asie, l'Afrique, le monde arabe, ont des positions pour le moins en demi-teinte. Beaucoup s'abstiennent. Je ne connais pas au jour d'aujourd'hui beaucoup de grands pays comptant sur la carte géopolitique qui soutiennent la Russie, ça non. Par contre, on observe des réactions extrêmement attentistes, me semble-t-il, de pays qui attendent de voir comment tout ça va tourner. Oui, absolument. Alors, à la liste que tu évoques, Pavel, on rajoutera, en tout cas pour la communauté euro-atlantique, il y a aussi côté Asie le Japon et dans une certaine mesure la Corée du Sud qui joue le jeu très clairement des sanctions. En tout cas, le Japon, à 2014, avait aussi adopté des sanctions à l'égard de la Russie, mais qui étaient somme toute assez cosmétiques et symboliques. Et par contre, dans le cadre de cette crise, Tokyo a décidé de s'aligner sur quand même des sanctions et une posture très dure à l'égard de la Russie qui la rapproche très clairement de ce qui est pratiqué aujourd'hui par l'Union européenne, la Grande-Bretagne, etc. Mais sorti de ce club de pays qu'on évoque, pour les autres, c'est finalement se tenir en dehors de la mêlée, être le plus loin possible de ce dossier qui est considéré comme très toxique et très glissant. On a déjà évoqué ici le cas de l'Inde qui a clairement subi des pressions de la part des États-Unis, de la part du Japon qui a envoyé son Premier ministre sur place pour essayer de convaincre les Indiens aussi de se rallier à ce club de pays qui sanctionne la Russie. Ça n'a pas fonctionné. Les Indiens tiennent à leur ligne voilà, de rester en dehors de ce dossier et sans parler effectivement du Moyen-Orient avec même des pays avec une posture très surprenante. Prenez les Émirats arabes unis par exemple. Sur certains votes à l'ONU qui visaient à sanctionner la Russie, ou en tout cas à critiquer la Russie, eux, ils s'abstenaient de voter ou ne votent pas. Donc, il y a des pays en fait qui souhaitent ne pas compromettre leur coopération et leur lien avec la Russie à cause de cette crise et qui donc voilà, gardent une posture très, très, très attentiste. Il y a une carte qui a circulé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, la carte des pays qui sanctionnaient et qui ne sanctionnaient pas la Russie. Et c'est tout à fait spectaculaire en réalité. On voit qu'il n'y a aucun pays d'Amérique latine, aucun pays d'Afrique, aucun pays du Moyen-Orient et très peu de pays, pratiquement aucun pays d'Asie, à l'exception de l'Australie, du Japon et de la Corée, comme l'évoquait Igor, qui ont sanctionné. Donc, et ça fait évidemment beaucoup de monde et des surfaces géographiques immenses. Je pense que pour ces pays, excusez-moi, je vous laisse finir. Donc, et pour paraphraser un éditorialiste parisien bien connu, il expliquait que l'Occident est uni comme jamais, mais seul comme jamais également sur cette question des sanctions et plus généralement des pressions politiques à l'égard de la Russie. Ouais, je pense que pour ces pays, c'est une crise entre occidentaux, c'est une crise dans l'hémisphère nord et que ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas, en revanche, avec les réserves qu'on a émises sur l'aspect économique et l'aspect, tout ce qu'on évoque sur les céréales, le pétrole, le gaz, les prix de l'énergie, etc., qui, j'allais dire, par rebond va les concerner. Mais ils veulent, voilà, politiquement, garder à distance vis-à-vis de tout ce panier de crabes, ça ne les concerne pas. Alors, une question qu'on nous pose régulièrement, à laquelle il est difficile de répondre, comment évolue le ressenti des Russes vis-à-vis de l'Europe, de l'Occident, au fur et à mesure que les sanctions se renforcent et que l'image publique
de la Russie se dégrade. Alors, il faut commencer par dire qu'il y a plusieurs Russies, et nous autres qui parlons ici dans le centre-ville de Moscou, qui travaillons au contact permanent de sociétés, d'interlocuteurs occidentaux, nous sommes assez peu représentatifs de la Russie dans son ensemble, et que je pense statistiquement que l'immense majorité de la Russie et des Russes se contremoquent absolument de l'image publique de la Russie à l'étranger. Ça, c'est pour ceux qui ne sont même pas détenteurs d'un passeport étranger, qui est la grande majorité. 2 tiers des Russes. 2 tiers des Russes environ n'ont pas de passeport et donc, par définition, n'ont jamais voyagé à l'étranger, sauf peut-être en ex-URSS. Bon, ce qui n'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, parce que je crois qu'un ratio semblable d'Américains n'est jamais sorti des limites de son État. C'est le propre des grands pays. Voilà, il y a de quoi faire ici sans être obligé de passer la frontière. Ensuite, vous avez beaucoup de Russes qui, d'une certaine manière, ont fait leur deuil de l'arrimage avec l'Occident depuis 2014, puisque en fait, depuis 2014, cette image de la Russie se dégrade. C'était d'ailleurs l'un des arguments massus de Vladimir Poutine dans son discours dans la nuit du 23 au 24 février de funeste mémoire, disant finalement, sanction, pas sanction, on sera puni de toute manière, quoi qu'on fasse. Donc, ce n'est pas quelque chose qui, pour nous, relève d'un dommage par rapport auquel il faudrait se préserver. Et puis, il y a évidemment une Russie qui vit très douloureusement cette schizophrénie, parce que le discours ambiant aujourd'hui est justement, et là je fais le lien avec la question précédente, nous sommes un pays continent, nous avons tant de choses à faire avec nos amis d'Asie, c'est vers eux que nous allons nous tourner. La preuve, l'Occident n'a plus aujourd'hui cette espèce de monopole ou de la légitimité qu'il pouvait afficher auparavant. Ce discours, encore une fois, nous semble très schizophrénique, parce qu'en réalité, le niveau de confiance du Russe vis-à-vis de la Chine est à peu près nul. Donc, question difficile et à laquelle il faut répondre par plusieurs réponses extrêmement différentes les unes des autres. Si tu me permets, Pavel, juste Bien rajouter sûr. un élément. Il me semble que le centre Levada, dont on a déjà parlé ici, a mené une enquête récemment sur l'attitude des Russes à l'égard de l'Occident. Alors, je n'ai pas les résultats en tête, je pourrais les regarder pour demain pour vous en faire une petite restitution, mais il y avait des choses assez intéressantes de mémoire, mais je ne vais pas vous dire de bêtises sur les chiffres, donc je m'abstiendrai de plus de commentaires, mais si vous avez la curiosité, allez regarder sur le site, il y a de Levada. Sinon, demain, je vous ferai un petit topo dessus. Alors, le président Zelensky demande l'exclusion de la Russie du Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce envisageable et quelles en seraient les conséquences? C'est inenvisageable, évidemment. Évidemment, Arnaud? Oui, bien sûr, c'est tout simplement impossible. Ou alors on crée une autre ONU sans la Russie. Enfin, on sent une tentation. On l'a entendu à propos du G20, où on a envisagé d'expulser, sans que ce soit évidemment prévu dans les statuts. C'est toujours ce souhait que l'on voit en période de crise, voire de très grande crise, d'un monde sans Russie. Mais à l'ONU, évidemment, c'est impossible. Je crois que ce n'est même pas prévu par les statuts en fait, de la charte de l'ONU d'expulser ou même de suspendre un membre du Conseil de sécurité. Enfin, je ne vais pas dire de bêtises, ça remonte à mes cours de droit international d'il y a très longtemps, mais je ne me souviens plus exactement, mais je crois que ce n'est pas prévu. Non, ce qui se produisait, mais qui ici ne correspond pas au contexte actuel, c'est la politique de la chaise vide qui a été pratiquée pendant un moment par l'Union soviétique à une certaine époque. Mais évidemment, là, il n'est pas de question. Au contraire, la Russie, on le voit, est très, très vocale au Conseil de sécurité de l'ONU et occupe le terrain. Et donc là, non, pour répondre à la question, c'est pas possible. Voilà, là, pour le coup, les questions pleuvent. On va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. On va répondre aux 5-6 questions qui nous restent. Et puis, on va arrêter notre session pour ne pas être trop long. La Hongrie a-t-elle droit de veto sur les embargos potentiels? En principe, les sanctions se prennent à l'unanimité, donc au Conseil européen. Donc, de fait, il y a un droit de veto qui est... Alors, c'est rarement un seul pays. Dans le cas, par exemple, des exportations de pétrole, l'Allemagne en a parlé aussi, pour le gaz, la Bulgarie. Donc, dans les faits, la Hongrie est rarement seule. C'est sans doute assez pratique pour certains États membres de se cacher derrière M. Orban.
Mais ça, c'est le cas. En fait, depuis 2014, on l'avait constaté avec la reconduction tous les 6 mois des sanctions européennes, hein. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui gesticulent beaucoup, voilà, qui se prennent des positions très tranchées dans un sens comme dans l'autre. Mais en l'occurrence, M. Orban fait partie de ces leaders européens qui affichent une certaine amitié, voire proximité avec la Russie. Mais au moment de reconduire les sanctions, ils votent comme tout le monde en bloc pour les reconduire. Donc, toujours pareil, il faut regarder les déclarations, il faut regarder les actions, hein, les paroles et les actes. Et parfois, les actes ne suivent pas forcément les paroles. Voilà, c'est un cas en particulier, mais il pourrait y en avoir d'autres. Alors, une logique imparable, est-ce qu'on va pouvoir répondre à cette question? Donc, dans un premier temps, pour remplacer les diplomates français qui seront expulsés, il faudrait que d'autres diplomates puissent venir. Pour pouvoir venir, il faudrait qu'on leur donne des visas. Or, j'avais cru comprendre, nous dit notre auditrice, que la Russie avait cessé de délivrer des visas aux diplomates. Donc, est-ce qu'un remplacement... des dossiers, je pense qu'il faut laisser traiter dans la discrétion à nos diplomates. Je sais que les Russes se plaignaient régulièrement des Américains qui, disent-ils, refusaient des visas, y compris pour aller à l'ONU, non pas à l'ambassade à Washington, mais au siège de l'ONU. On sait qu'il y avait des tensions parce que certains pays, peut-être même la France, refusaient de voir sur son sol telle ou telle personne. Mais je ne crois pas qu'il y ait de refus systématique de visa par la France à des diplomates russes et inversement. Jusqu'à présent, c'était plutôt entre Russes et Américains. Et les ambassadeurs en parlaient, ce qui est assez rare là aussi. Merci beaucoup, Arnaud. Enfin, on peut de toute façon, j'imagine, considérer qu'il existe des procédures discrétionnaires qui permettent d'ajuster au cas par cas ce type de conflit qui n'est quand même pas un conflit tout à fait courant. Question intéressante concernant l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Savez-vous si l'ancien président Nicolas Sarkozy donc a répondu au président ukrainien après les commentaires qu'il a émis au sujet du refus du président français de considérer l'inclusion de l'Ukraine dans l'OTAN en 2008? À ma connaissance, Mme Merkel a répondu et elle a assumé sa décision. Alors, en 2008, on ne parlait pas d'intégrer immédiatement l'Ukraine dans l'OTAN. Je rappelle que s'est tenu en avril, je crois, un sommet à Bucarest. Il s'agissait d'octroyer ou pas un plan d'action en vue de l'adhésion, ce qui est la première étape du processus. Et à l'époque, la France et l'Allemagne ont tenu bon, mais ont tenu bon à moitié en réalité. C'est-à-dire que le plan d'action n'a pas été octroyé à l'Ukraine, mais on se souvient que le communiqué final du sommet inclut cette phrase qui dit que l'Ukraine et la Géorgie seront membres de l'OTAN un jour. Voilà. Alors, il y a deux interprétations. Certains disent qu'on aurait dû inclure ces deux pays immédiatement et on se serait épargné des conflits dans le Caucase et en Ukraine, et d'autres, dont je fais partie d'ailleurs, je l'assume, qui estiment que c'est précisément cette ambiguïté du communiqué final qui pose problème. La Russie pourrait-elle vouloir quitter l'ONU? Alors là, je pense que non. Au contraire, on voit qu'ils utilisent leur siège. Bon, d'une part, la Russie est un des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est quand même un attribut de puissance, et on sait que pour la Russie, le statut de puissance est quelque chose de cardinal. Donc, je vois mal céder sur cet élément-là. Et d'autre part, on sait que la diplomatie russe se sert de l'ONU comme d'une tribune pour faire passer un certain nombre d'éléments, de narratifs, et c'est un lieu de bataille diplomatique avec des propositions de résolutions qui sont rejetées, qui sont votées, qui sont retoquées. Donc, non, c'est peu probable et peu plausible. Oui, la Russie et l'Union soviétique, avant, elle a fait les grandes heures de l'ONU avec des épisodes notamment liés à la chaussure. Voilà. Dernière question, d'autant plus facile à poser qu'elle est adressée à Igor Delanoë en particulier. C'est une marque de reconnaissance, si tant est que tu en aies encore besoin. Y a-t-il une pression exercée par l'Occident sur les républiques ex-soviétiques d'Asie centrale et notamment le Kazakhstan? Pression pour faire quoi? Une pression exercée par l'Occident, j'imagine, pression amicale. pour au moins se désolidariser de la Russie. J'en sais rien, mais je sais qu'aujourd'hui, il y a une déclaration officielle des autorités du Kazakhstan pour dire qu'ils ne reconnaîtraient pas les républiques de Lugansk et de Donetsk. Donc, c'est une déclaration supplémentaire après les déclarations faites par l'Ouzbékistan et ailleurs pour dire qu'il y avait une sorte de distance prise par rapport à l'égard de la politique russe menée sur le dossier ukrainien pour des raisons qu'on peut tout à fait imaginer, un côté cas du Kazakhstan
Kazakhstan. Mais dire que c'est la conséquence d'une pression amicale ou pas de l'Occident pour prendre la distance, j'irai pas jusque-là, je sais pas. Je pense que le Kazakhstan est très ennuyé à plus d'un titre par cette crise, et c'est peu dire, mais sur ce qui est notamment les exportations potentiellement de pétrole et autres, il y a des conséquences qui sont aussi potentiellement très graves pour le Kazakhstan, hein. À la fois sur les schémas d'exportation et sur les prix, etc. Donc, ils sont dans une position qui est vraiment très, très peu confortable. Mais pour répondre concrètement à la question, je n'ai pas d'éléments pour abonder dans le sens de l'hypothèse qui est sous-jacente à la question. Bon. Et puis, comme je veux toujours avoir le dernier mot, il y a une dernière question à laquelle je vais répondre. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner plus de précisions sur les modalités de libéralisation des importations parallèles? Alors, nous attendons d'une journée à l'autre la liste des produits qui seraient concernés par cette libéralisation, qui doit être issue par le ministère de l'Industrie et du Commerce, donc dirigé par M. Mantourov. Et là, autant la décision paraît inévitable. Je ne vois pas très bien ce que l'État russe pourrait faire pour continuer d'avoir accès à un certain nombre de biens et de services qui ne sont plus disponibles. Par contre, la liste de ces biens, elle va être sujette à beaucoup de consultations, et nous sommes avec nos équipes et avec les collègues des autres organisations business russo-étrangères sur le pont pour essayer de faire en sorte que cette libéralisation ne porte pas autant de préjudice que nous le craignons à l'activité des entreprises sur place. Mais il est évident que pour nous tous, c'est un risque tout à fait réel et que nous sommes prêts à y faire face. Voilà, sur ces paroles, je vais clore la session d'aujourd'hui. Vous remercie encore une fois pour tous vos messages de soutien, les commentaires que vous faites sur nos réponses. Parfois, vous nous reprenez d'ailleurs dans des mails, dans des messages WhatsApp aux uns et aux autres. C'est très important pour nous que nous fassions ces sessions sur ce mode de dialogue et que nous ayons toujours la possibilité de compter sur vos retours, vos critiques, vos encouragements, parce que ces sessions, nous les faisons tous ensemble, et nous continuerons à le faire tant que nous en aurons tous le besoin. Tenez bon. Au plaisir de vous retrouver jusqu'à la fin de cette semaine, tous les jours à 17h30 heure de Moscou, 16h30 heure de Paris. N'hésitez pas à nous contacter également sur notre hotline et sur la chaîne Telegram. Nous avons franchi désormais le cap des 1000 abonnés sur le fil Telegram CCI France-Russie.